Bonsoir, ce soir, je vous invite à voyager dans le temps. Pas vers les grandes batailles, ni vers les cris des conquérants, mais vers un empire qui a choisi de dormir. Lentement, longtemps, très longtemps. Bienvenue à Byzance, un empire qui a vécu 1000 ans et qui, pendant 3 siècles entiers, a semblé oublier que le monde changeait, comme figé dans un rêve sacré. Dans cet épisode, nous allons explorer cette étrange période où l'histoire a cessé d'avancer, où les empereurs se succédaient comme des copies conformes, où les réformes consistaient à restaurer le passé, et où même les invasions paraissaient irréelles. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez votre esprit glisser dans un monde de marbre, de chants lents et de siècles immobiles. Chapitre 1. L'Empire qui a refusé de se réveiller. Ferme doucement les yeux et imagine un monde où rien ne presse, où le lever du soleil semble hésiter et où les murs eux-mêmes paraissent contemplatifs. Bienvenue à Constantinople, pas celle des conquérants, pas celle des croisades, mais celle du silence doré. Nous sommes au début du Xe siècle. Le monde autour s'agite. Des invasions, des révolutions, de nouveaux empires naissent. Mais ici, au bord du Bosphore, tout s'écoule avec une lenteur sacrée. L'Empire byzantin existe encore et il semble n'avoir qu'un seul but, ne pas changer. Il est comme une grande horloge ancienne, faite d'or et de marbre, qui tourne lentement, mais toujours dans le même cercle. Imagine-toi dans les rues de Constantinople. Les pavés sont usés, non par le chaos, mais par la répétition. Chaque matin, les vendeurs de vin, de miel et d'icônes reprennent leur place exacte. Les gardes impériaux, vêtus de tuniques rouges brodées, marchent à la même cadence qu'hier. Et le clergé, robes amples flottant au vent, s'avance en file lente vers Sainte-Sophie. C'est une ville où l'on chuchote plus qu'on ne parle, où chaque geste semble issu d'un manuscrit sacré. Et dans les hauteurs du palais impérial, là où le vent fait vibrer les tentures de soie, se trouve un monde encore plus étrange. Le Grand Palais. Un labyrinthe d'opulence, figé dans le temps. Des couloirs recouverts de mosaïques représentant des empereurs morts depuis des siècles. Des fontaines d'argent coulent dans des vasques sculptés. Et le parfum du musc flotte en permanence, comme un souvenir. Là-bas, le pouvoir ne se dit pas, il se montre, lentement. Le trône impérial ne trône pas au centre d'un tumulte de conseillers. Il dort sous un dais d'or, entouré d'automates muets. Car oui, à Byzance, l'immobilité est un art. Prenons, par exemple, la réception des ambassadeurs étrangers. Avant d'approcher l'empereur, ils doivent traverser une salle gigantesque, où des lions mécaniques en or, faits par des artisans secrets, bougent la tête. À peine. Des oiseaux articulés battent des ailes dans un silence presque comique. Puis, lentement, une musique s'élève. Et, plus lentement encore, le trône impérial commence à s'élever depuis le sol, porté par un mécanisme caché. Le tout pour impressionner, certes, mais surtout pour rappeler. Ici, le changement est une illusion. Tout a déjà été décidé. Il suffit de le rejouer. Éternellement. Dans cette ville, même le langage est codifié. On n'entre pas en conversation. On suit une liturgie. Les titres, les costumes, les gestes sont réglementés dans des manuels de cérémonie de centaines de pages. Certains rites durent plusieurs jours, d'autres plusieurs semaines. Et ce n'est pas un excès. C'est une nécessité. L'Empire byzantin est entouré de menaces. Mais il a compris quelque chose d'étrange. Que pour durer, il valait mieux ne pas trop bouger. Imagine-toi être un dignitaire étranger. Tu viens d'un monde de combats, de complots et de tempêtes.
et tu arrives ici, dans une ville où tout est calme, calculé, codifié, où les horloges ne sonnent jamais trop fort, et où même le vent semble marcher au pas. Tu serais impressionné ou endormi. Mais c'est exactement ce que voulait Byzance. Dans cette lenteur sacrée, elle t'enveloppe, elle t'amène à son rythme, et lentement, très lentement, elle t'oublie. Chapitre 2. Le même empereur, encore et encore. Après avoir découvert cet empire figé dans le marbre, poursuivons notre plongée dans ce monde fascinant où le temps semble s'être arrêté, ou plutôt où il tourne en boucle. Imagine un instant. Dans ce palais immense, dans cette ville d'or et de pierre, les empereurs se succèdent. Mais ils sont tous les mêmes. Pas physiquement, bien sûr, mais dans leur rôle, dans leur nom, dans leur destin. Byzance, pendant 3 siècles, semble vivre avec un déjà-vu permanent. Les empereurs naissent dans la même chambre porphyrogénète, portant le même titre sacré, répétant les mêmes gestes, les mêmes discours, les mêmes politiques. Ils sont presque des clones, des reflets lents d'un idéal impérial immuable. Chaque nouvelle couronne posée sur la tête d'un jeune prince est en réalité une copie presque exacte de la précédente. Parfois, le nouveau souverain s'appelle Constantin, parfois Léon. Mais toujours, il joue la même partition. Le concept de porphyrogénète est au cœur de cette répétition. Le prince naît dans la chambre pourpre, une pièce décorée de pierres précieuses, réservée à la naissance des empereurs, est le seul véritable héritier légitime. Ce privilège n'est pas juste un titre, c'est un sceau, un symbole d'immutabilité. À chaque naissance, c'est la promesse que l'ordre ne changera pas, que la lignée impériale est un cycle sans fin, qu'aucun empereur ne peut se permettre de bousculer le fragile équilibre. Dans les cours byzantines, les intrigues sont nombreuses, mais elles tournent toutes autour de la même obsession: préserver l'image de l'empereur idéal, un homme à la fois souverain et prêtre, guerrier et homme de paix. Dans cette quête, le rôle des conseillers, des eunuques, des moines est essentiel. Ils veillent à ce que le pouvoir reste stable, à ce que les symboles soient respectés, à ce que la succession soit conforme à la tradition. Les discours sont soigneusement écrits, les actes protocolaires répétés sans faute. La moindre déviation est corrigée et toute innovation risquerait d'ébranler ce fragile édifice. Mais ce schéma rigide a un prix. L'Empire devient une scène où l'on rejoue les mêmes drames, encore et encore. Chaque nouvel empereur doit composer avec un héritage lourd et un peuple habitué à la routine. Les grands réformateurs, les conquérants passionnés, les visionnaires audacieux sont peu nombreux. La plupart des dirigeants choisissent la prudence, le maintien des habitudes. Ainsi, Byzance glisse lentement vers un sommeil profond, dans lequel le changement est perçu comme un danger et la répétition comme un refuge. Pour comprendre cette inertie, il faut s'imaginer les murs de la capitale, avec leurs fresques représentant des empereurs identiques, leurs mosaïques figées dans une beauté intemporelle. On pourrait croire que le temps s'est arrêté, mais c'est pire. Il tourne en rond, comme une roue qui ne fait que passer sur les mêmes sillons. Dans cette société, la stabilité est synonyme de survie. Mieux vaut ressembler à son prédécesseur qu'inventer son propre chemin. La répétition est une armure contre le chaos du monde extérieur. Mais à force de rejouer la même pièce, les acteurs eux-mêmes s'effacent. Les empereurs deviennent des ombres. Leurs décisions, leurs passions, leurs rêves sont avalés par un système qui ne tolère ni l'audace ni la folie. C'est une forme de sommeil éveillé. Un état où la vie politique est réduite à une lente procession de cérémonies et où l'histoire semble prise dans un miroir déformant. Pourtant, derrière cette façade immobile,
des tensions existent. Les menaces extérieures grandissent. Les voisins guettent la moindre faiblesse. Mais à l'intérieur, la machine tourne. Le théâtre impérial continue. Les empereurs naissent, règnent, meurent. Et leurs noms, leurs visages, leurs gestes se confondent dans un long rêve partagé. Et vous, dans ce rêve, vous êtes le témoin silencieux d'une lente répétition, d'une histoire qui se refuse à avancer. Une histoire où le pouvoir se déguise en éternité et où le temps semble suspendu à la promesse d'un empire qui ne veut pas se réveiller. Chapitre 3. Dormir pendant la crise. Après avoir contemplé ces empereurs répétitifs, plongeons maintenant dans un autre mystère byzantin. La volonté obsessionnelle de préserver le passé, au point d'en faire un refuge face au monde. Imagine un instant, une société où chaque nouveauté est regardée avec méfiance, où l'avenir est un territoire incertain, à éviter, et où tout ce qui compte, c'est de recréer encore et encore ce qui a été. Byzance, pendant ces siècles endormis, devient une gigantesque machine à restaurer. Pas simplement des bâtiments ou des monuments, mais des idées, des lois, des cérémonies, des modes de vie. La restauration n'est pas une simple politique, c'est une philosophie de vie. Les empereurs eux-mêmes se voient souvent comme des gardiens du passé. Leurs règnes sont marqués par des efforts constants pour reconstruire des palais, repeindre des fresques, recopier des manuscrits. Chaque pierre remise en place est un acte de résistance contre l'oubli. Les moines des monastères travaillent jour et nuit à copier des textes anciens, à préserver la sagesse d'anciens philosophes, à recopier les prières qui rappellent un âge d'or disparu. Les historiens byzantins racontent souvent l'histoire de leur empire comme une succession de renaissances, une suite infinie de retours à un âge d'or mythique, celui de Constantin, le fondateur. Et plus que tout, ils cherchent à maintenir intact ce rêve. Dans la vie quotidienne, cette obsession se manifeste dans la manière de vivre. Les vêtements, les coiffures, les cérémonies sont calqués sur des modèles anciens, souvent décrits dans des traités datant de plusieurs siècles. Les fonctionnaires de la cour impériale étudient pendant des années les textes réglementaires, qui décrivent comment chaque geste doit être accompli. Les repas sont servis selon des recettes inchangées, et les chants religieux restent figés dans des mélodies séculaires. Tout est fait pour créer un sentiment d'éternité, de stabilité, comme si la vie elle-même n'était qu'une répétition sacrée. Cette politique de restauration a un effet paradoxal. Elle empêche l'Empire d'évoluer, mais elle lui permet aussi de résister aux chocs extérieurs, de survivre à des tempêtes que d'autres royaumes ne supporteraient pas. C'est comme si Byzance s'était enveloppée dans une armure faite de souvenirs. Cette armure est à la fois douce et rigide. Elle protège, mais elle emprisonne. Dans les rues de Constantinople, tu peux sentir cette atmosphère. Les artisans reproduisent des mosaïques antiques avec une minutie presque religieuse. Les iconographes peignent des saints en suivant des règles strictes, refusant toute innovation. Les citoyens, eux-mêmes, adoptent un rythme lent et mesuré. Ils vivent dans le souvenir et pour le souvenir. Le marché semble figé. Les mêmes objets sont vendus depuis des générations. Les mêmes histoires sont racontées au coin du feu. Et dans ce rêve collectif, le temps se déforme. On ne compte plus les années selon des événements nouveaux, mais par le rappel de jours anciens. Chaque fête religieuse est une répétition d'un miracle ancien. Chaque acte officiel, une copie d'une cérémonie vieille de plusieurs siècles. Cette nostalgie est aussi un refuge, un moyen d'échapper aux horreurs du monde extérieur, aux invasions, aux famines, aux crises. Byzance choisit de dormir dans ce rêve, de s'accrocher à ce qui fut, plutôt que de risquer l'inconnu. Ainsi, dans ce long sommeil, Byzance n'est pas morte. Elle est simplement endormie,
bercée par les échos du passé, en attendant un réveil qu'elle redoute. Un réveil qui pourrait signifier la fin de ce monde immobile, de cette fragile illusion d'éternité. Chapitre 4. Le long au revoir, qui a duré 300 ans. Nous arrivons maintenant au dernier acte de ce long rêve byzantin, au crépuscule silencieux d'un empire qui s'est éteint sans éclat, presque sans bruit. Imagine une ville autrefois éclatante, berceau de la civilisation, carrefour des mondes. Un empire qui, pendant des siècles, a incarné la puissance, la foi et la culture. Et pourtant, ce même empire choisit de s'effacer, lentement. Dans les dernières heures de Byzance, on ne trouve pas de grandes batailles, pas d'ultime révolte spectaculaire. Non. Il y a surtout une fatigue diffuse, un lent glissement vers le silence. Constantinople devient une ville fantôme de son ancienne gloire. Les murailles sont encore solides, mais elles protègent moins qu'elles ne retiennent le souffle d'un passé qui s'efface. Les marchés sont calmes, les tavernes moins fréquentées, les rues moins animées. Les nouveaux maîtres, les Ottomans, approchent comme une brise glaciale. Mais ils ne trouvent pas un ennemi en furie. Ils trouvent une ville qui s'endort. Les habitants vivent au rythme des prières, des rituels, des souvenirs. Ils sont comme les derniers témoins d'un rêve qui s'achève. Dans cette atmosphère, les institutions impériales survivent, mais elles ressemblent davantage à des reliques qu'à des centres de pouvoir. L'empereur est un fantôme sur son trône, entouré d'une cour réduite, prisonnier de traditions qui ne font plus sens. Les chancelleries produisent des documents qui se répètent, des lois qui ne sont plus appliquées, des décrets qui sonnent creux. C'est une lente agonie silencieuse. Pourtant, au cœur de cette fin tranquille, il y a une étrange beauté. Le dernier empereur byzantin, Constantin XI, n'est pas un héros flamboyant. Il est plutôt une figure tragique, un homme conscient de l'inéluctable qui choisit de mourir debout, dans l'ombre de sa ville qui s'éteint. Il refuse de fuir, il refuse de renoncer, mais il sait que c'est la fin d'une époque. Et puis, vient le 29 mai 1453. Les canons tonnent, les murs tremblent, et la cité millénaire bascule. Mais même dans cette chute, il n'y a pas de bruit fracassant, pas de cris déchirants, juste un murmure, un souffle, comme un dernier soupir. Byzance s'endort pour toujours. Et toi, qui écoutes cette histoire dans la pénombre, sens-tu cette douce mélancolie, cette fin sans éclat, ce sommeil éternel? Ce récit est celui d'un empire qui a choisi la lenteur, la répétition, la restauration. Et finalement, le silence. Un silence profond, lourd de souvenirs, mais aussi d'une étrange paix. Merci d'avoir voyagé dans ce long sommeil byzantin. Laisse cette histoire te bercer encore un peu et plonge doucement dans ton propre rêve. Byzance ne s'est pas effondrée dans un fracas. Elle ne s'est pas consumée dans un incendie spectaculaire. Elle s'est éteinte, lentement, comme une lampe à huile que l'on laisse doucement mourir dans la nuit. Cette lente disparition, c'est peut-être la fin la plus étrange de l'histoire. Une fin qui ne fait pas de bruit, un dernier souffle presque inaudible. Imagine les murs de marbre blanc. Imagine les fresques fanées. Imagine le murmure du vent sur la mer Égée. Les cloches lointaines qui résonnent encore malgré tout. Les chants des moines, les pas feutrés des eunuques dans les couloirs du palais, les prières répétées, éternelles. Tout cela s'estompe peu à peu dans un rêve qui ne finit jamais vraiment. Byzance s'est endormie et dans ce sommeil, elle reste vivante. Parfois,
Les histoires les plus puissantes sont celles qui ne font pas de bruit. Celles d'un empire qui a préféré la patience au combat, la tradition à la révolution, la lenteur à l'urgence. Ferme les yeux un instant, respire doucement et laisse-toi porter par ce murmure venu d'un autre temps. Laisse Byzance s'endormir avec toi.